table, et elle y revient pour faire ce film. Ce qui l'intéresse, c'est de filmer, et c'est le moment où cet enfant perd tous ses repères, se retrouve dans un orphelinat, et doit affronter la solitude, la vulnérabilité, le doute et la culpabilité. Il y a une scène magnifique où l'enfant essaie de comprendre pourquoi son père l'a abandonné. Et il y a également une cinéaste derrière la caméra, et on va tout de suite regarder un extrait pour le montrer, parce que tout ça doit se traduire par une certaine forme de mise en scène. Elle ne veut pas épouser le regard de l'enfant au sens caméra subjectif du terme. Ce qu'elle essaie de trouver à travers le cadre, à travers le montage, c'est de restituer l'environnement de l'enfant. C'est-à-dire à chaque fois de ne jamais dépasser un cadre moyen. Il y a très peu de gros plans dans le film, très très rare. On restera toujours à un cadre moyen, c'est-à-dire dans lequel l'enfant s'inscrit dans un univers qui est un univers géographique bien entendu, l'orphelinat, les murs qu'elle est obligée d'appréhender, qui vont limiter maintenant son univers, les lieux qu'elle va découvrir, où sont ses petits camarades. Les gens rentrent dans le cadre en même temps qu'elle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chant ou de contre-chant. Un univers sonore, subitement, les cris d'enfants, les bruits, les différences de niveau. Ces adultes qui sont là, qui sont toujours un tout petit peu légèrement en contre-plongée, c'est-à-dire comme si c'était à la hauteur de cet enfant, de ce regard. Mais une fois encore, elle n'essaye pas de se substituer à l'enfant. Elle essaye, à travers la mise en scène et la distance qu'elle a, puisqu'elle a 43 ans, donc tout ça a déjà près de 25-26 ans, elle essaye de raconter vraiment ce qu'elle a ressenti à l'époque, la vulnérabilité, la solitude, l'extrême solitude, le côté très farouche de cet enfant qui va refuser de parler pendant un moment, et puis en même temps jouer avec toutes les émotions qui ont été les siennes à l'époque, c'est-à-dire les moments où elle a ri, les moments où elle a eu des amitiés, les moments où elle a eu des excès de fureur, de revanche, et puis l'extrême violence qu'elle a dû endurer aussi. Il y a des scènes magnifiques, et je trouve que le film a le mot pudeur, c'est toujours une espèce de porte ouverte à tout et n'importe quoi, mais il est particulièrement juste dans ce cas-là. Enfin, c'est un film qui fout un cafard épouvantable, ce qui est peut-être un compliment d'ailleurs. C'est peut-être... non, c'est triste. Non, moi je trouve le film a je trouve deux qualités majeures dans le cinéma contemporain. Premièrement, presque pas de musique. Merci. Merci, dans un film qui appelait, ou à n'importe qui aurait mis de la musique, parce que c'est un film sentimental, parce que c'est un film émouvant, parce que c'est un film qui joue sur la psyché, tout le monde aurait joué du piano là-dedans, quoi. Et elle évite ça, je n'en revenais pas. C'est-à-dire que maintenant, ça me paraît miraculeux qu'il n'y ait pas de musique dans un film quand tout l'appelle. Deuxièmement, les plans moyens, moi j'aime bien aussi, pas trop de gros plans, on ne mâche pas le travail du spectateur, on ne lui indique pas toujours là où il faut s'émouvoir, on laisse un peu les choses respirer dans l'espace qu'a décrit Xavier. Moi j'ai une petite réserve sur le film, c'est comment résister à ce film-là, quoi. Comment résister? C'est-à-dire que la petite est géniale, petite coréenne, il y a un côté petite bouille qu'on aime tous un peu, en plus elle est émouvante, tout ça. Donc je me dis, à quel moment est-ce que moi, le spectateur, j'ai d'autres choix que de m'émouvoir? Jackpot. Pour sa première réalisation, Bliss, dont elle est également la productrice, Drew Barrymore a choisi